Bonjour, c'est Anne Guéquière. Alors si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site internet métamorphospodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement, je vous l'envoie un mercredi sur 2. Dans cette newsletter, j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles. Je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphospodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Dans le domaine de la transition écologique, comment se concentrer sur l'essentiel de l'être ? A-t-on vraiment besoin de tous ces objets, de tous ces vêtements, de tous ces biens matériels qui nous entourent ? Comment être plus humain sans besoin de superflu, d'une surconsommation parasitante ? Pour en parler, mon invité est journaliste et écrivain. Auteur de 18 livres consacrés à la transition écologique, il a mené de nombreuses enquêtes sur les filières de matières premières, les origines des biens de grande consommation et les initiatives pionnières pour transformer la société. Il a publié plusieurs ouvrages, dont un livre d'entretien avec Vandana Shiva, la célèbre activiste indienne anti-OGM. Son dernier livre est un récit intitulé « Les 7 cabanes », publié chez Actes Sud. J'ai le grand plaisir de recevoir Lionel Astruc. Bonjour. Bonjour. Lionel, merci d'être avec nous. Alors, les protagonistes de votre livre fuient la société européenne consumériste et voyagent à pied, en stop ou dans un van à bout de souffle, entre bivouac et squat. Les uns brûlent leurs papiers, détruisent leur téléphone, commencent une vie sans argent ni RSA, qui dure 5 années au fond des bois dans un réseau de cabanes perchées au sud d'Écosse. Pourquoi avoir raconté cette histoire maintenant dans votre parcours ? Parce que ce qui m'a vraiment interpellé dans leur histoire, c'est qu'on est dans un moment collectif et social où on cherche à réduire notre empreinte carbone et par tous les moyens. Mais beaucoup, en fait, à travers des solutions technologiques, ce qu'on appelle le technosolutionnisme. Et j'ai trouvé qu'eux, ils apportaient une solution absolument géniale. Alors, au départ, on pourrait croire que c'est pas forcément duplicable ou que c'est pas forcément documenté, etc. En fait, moi, j'ai trouvé un rapport qui montre que ces écolieux, comme on les appelle, puisqu'ils vivent dans un écolieu, il y en a maintenant 1200 en France, il y en a beaucoup. Et ils ont divisé par 2 leurs émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, il m'a semblé que voilà, c'était aussi le moment de dire, en fait, c'est possible autrement qu'avec des miracles technologiques futuristes et peut-être simplement en changeant notre comportement, quoi. C'est ce qu'ils ont fait. Alors justement, qu'est-ce que c'est qu'un écolieu par rapport à une communauté autogérée ? Un écolieu, c'est une communauté autogérée, ça fait partie de ce grand ensemble qu'on appelle les communautés autogérées. Le point commun de tous ces écolieux, encore une fois, c'est un mouvement qui est en train d'exploser en France, c'est le fait de chercher des solutions à plusieurs. Donc, c'est des gens qui se réunissent pour soit vivre ensemble dans les écolieux, soit travailler ensemble dans les tiers-lieux. Il y a aussi des fermes coopératives, etc., etc. Et dans tous ces endroits, l'objectif, c'est de réduire son empreinte écologique. Donc, c'est beaucoup de collectifs qui se tournent vers la décroissance et de chercher aussi à avoir un quotidien qui soit davantage tourné vers les autres, vers la vie associative, etc. et de reprendre un petit peu le contrôle sur son temps, le temps de travail, etc. Alors, vous disiez qu'il y en avait combien en France ? Il y en a 1200. Ils ont été en fait répertoriés par une coopérative qui s'appelle la coopérative Oasis,
qui en fait rassemble tous ces lieux. Alors, dans le livre Les 7 cabanes, il est question d'un collectif en particulier, d'une bande de géniaux marginaux qui, après un long voyage, après 20 ans d'amitié, vont créer un écolieu, etc. Donc, c'est une histoire qui est assez radicale. Mais en fait, aujourd'hui, en France, il y a aussi beaucoup d'écolieux qui sont beaucoup plus... qui ressemblent beaucoup plus à notre vie quotidienne à tous. Je vais vous prendre un exemple. Dans le sud de la France, à Dieulefit, il y a 23 familles qui se sont rassemblées pour créer 3 petits immeubles qui sont absolument écologiques de toutes les manières. Il y a des panneaux solaires, récupération d'eau de pluie, des toilettes sèches à tous les étages, etc. Et vraiment, si on ne vous disait rien, vous ne pourriez pas deviner à quel point c'est écologique. C'est des gens qui arrivent un peu de toutes les catégories socio-professionnelles. Il y a des ingénieurs, il y a des enseignants, etc. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi une solution au-delà de cette histoire qui est, c'est vrai, assez renversante. Il y a aussi beaucoup de gens qui créent leur écolieu d'une manière très simple. Voilà. Donc, en fait, dans ce que vous prônez, c'est bien sûr lié à la décroissance. Est-ce que la décroissance est désirable ? Quand on dit désirable, c'est est-ce qu'elle fait rêver ? Parce qu'on pense toujours que la décroissance, ça va être avoir moins. On le voit à travers ce récit. En fait, la décroissance, c'est un cheminement. Et eux, le cheminement qu'ils font, c'est qu'à un moment donné, ils décident de s'alléger aussi parce que collectivement, on n'a pas vraiment le choix que de s'alléger. Sinon, on le sait, et les rapports du GIEC le montrent, sinon on va dans le mur. Et en fait, justement, il y a un point de bascule dans cette aventure qui est très intéressant, c'est que ils vont d'abord s'alléger beaucoup. Et effectivement, ils vont vivre à un moment donné pendant 5 ans dans une forêt sans RSA, sans revenus. Et en fait, ce moment-là, paradoxalement, va les remplir d'énergie et de force pour entamer les projets qui vont démarrer ensuite, qui vont mettre en œuvre et qui sont des projets beaucoup plus ambitieux que les premiers projets qu'ils ont faits. Donc oui, la décroissance est désirable et en fait, cet allègement, il laisse la place à autre chose. C'est ce que montre aussi cette histoire. Donc ça peut être un allègement joyeux. Absolument. Et festif et je crois qu'en fait, c'est une question qu'on devrait presque poser à l'envers. C'est-à-dire que moi, depuis que j'ai visité tous ces lieux, tous ces écolieux, je m'aperçois aussi que c'est dans ces endroits-là où il y a peu qu'il y a aussi beaucoup de créativité. C'est ça. Et je m'aperçois que beaucoup des endroits où je vais, où on est plutôt dans l'abondance, la créativité est peut-être moins présente que dans ces endroits-là. Alors c'est ce que vous appelez la désobéissance créatrice, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et effectivement, alors, moi, j'ai rencontré cette histoire, en fait, en allant voir plusieurs écolieux. On m'avait confié, en fait, une série de reportages. Et je suis allé à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dans des écolieux, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus proches de nos vies quotidiennes, les écoquartiers, écovillages, etc. Je suis allé aussi dans des lieux religieux, spirituels, comme le monastère de Solan dans le Gard. Et c'est vrai que voilà ce que j'en ai ramené, notamment comme enseignement, c'est que effectivement il y a un espèce de génie du manque qui se crée dans tous ces lieux-là, quoi. Un génie du manque. Alors, pour certains d'entre nous, faire la démarche de pouvoir envisager un écolieu, c'est difficile. À défaut d'écolieu, ce serait quoi les éco-gestes que l'on peut faire ? Essayer de se créer, on va dire, une petite écologie environnementale très, très minime, très restreinte. Ce que nous montrent en fait ces écolieux, c'est que plus on partage, plus on mutualise et plus on réduit en fait notre impact écologique. Et je vais vous donner un exemple tout bête, mais dans beaucoup d'écolieux, on va mutualiser par exemple la buanderie. Ça a l'air bête, mais d'un seul coup, au lieu d'avoir, mettons, dans un écolieu où il y a plusieurs dizaines de familles, finalement, on a une machine à laver pour 7 ou 8 familles. Donc, ça prend moins de place. C'est-à-dire qu'il y a un local qui va être réservé pour ça, mais qu'on n'a pas besoin dans chaque appartement d'avoir
une pièce pour ça, ça coûte moins cher, etc. Et en fait, il y a plein de choses comme ça qu'on peut mutualiser. Et eux, c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir une telle réduction de leur empreinte écologique. Mmh. Alors, en fait, ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est de se dire que plus on réduit, plus on intensifie l'être. C'est ça ? Et cette espèce de notion philosophique, il faut l'expérimenter pour pouvoir vraiment en voir les bienfaits. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui aux personnes, même jeunes générations, pour qu'on puisse être dans cette démarche sans être trop philosophique ? Justement, en fait, ce que nous montrent les écolieux, donc, encore une fois, moi, au départ, j'ai fait une série de reportages où je suis allé voir plein d'écolieux. C'était une commande et il fallait vraiment que j'approfondisse chacun des écolieux. C'est-à-dire que je comprenne quels étaient leurs succès, quels étaient leurs échecs, les obstacles, etc. On m'a vraiment demandé techniquement de gratter, d'aller voir ce qui allait bien et ce qui allait moins bien. Et une des choses qui ressort de tous ces écolieux, en fait, c'est que la principale difficulté pour y parvenir, c'est la gouvernance et le facteur humain, c'est-à-dire le fait d'arriver à bien s'entendre. Et c'est vrai que prendre des décisions à 5, 10, 20 ou 30 familles, c'est pas évident. Et donc, ça, pour moi, c'est vraiment un des apports, c'est-à-dire que dans ces lieux-là, il y a une forme d'expertise, de compétences très développées sur les relations humaines. Parce que voilà, on peut s'engueuler une fois, on ne peut pas s'engueuler tous les jours. Donc il faut trouver des protocoles, des manières de faire qui font que demain, si on doit décider quelle couleur on va faire la façade, est-ce qu'on peut partager tel véhicule, qui est d'accord pour qu'on partage la box Internet à 5 familles, etc. Toutes ces choses-là, en fait, il faut pouvoir en décider. Et en fait, ce que ça révèle pour moi, c'est que notre crise écologique, en fait, elle nous ramène plus profondément, effectivement, à une crise humaine et une crise relationnelle. Parce que c'est vrai qu'on a été très habitué à des fonctionnements individualistes. Et du coup, c'est difficile de revenir à un fonctionnement où on se dit, oulala, en fait, collectivement, on a cette planète qui est en danger. Et pour arriver à s'en sortir, il faut qu'on prenne des décisions courageuses à beaucoup d'individus. Et puis maintenant, beaucoup de pays, on le voit en ce moment avec la COP28. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la permaculture sociale ? Sans doute. Oui. C'est justement ce dont on parle avec cette notion de gouvernance. Est-ce que parmi justement les écolieux dans lesquels vous avez pu enquêter, vous avez vu des types de permaculture sociale intéressants, en particulier dans la façon de réduire une sorte de pouvoir qui serait uniquement dédié à une personne ? Oui. Je pense par exemple à l'holacratie ou alors ce genre de choses. Tout à fait. Avec des gouvernances partagées. Un des lieux où je suis allé pratique justement la sociocratie et l'holacratie. Alors, on peut l'expliquer un peu, cette holacratie et cette sociocratie pour les personnes qui nous écoutent. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à la définir de manière suffisamment académique, mais moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'une décision n'est prise que lorsque plus personne n'est en désaccord avec cette décision. Et moi, l'expérience que j'ai pu en avoir, c'est que m'étant immergé dans ces différents lieux, je suis aussi arrivé à des moments où ça se passait mal parfois. Et j'ai même assisté à des réunions vraiment très difficiles où il fallait exclure une personne. Et du coup, j'ai pu voir sur pièce, en fait, comment ils géraient ces problèmes. Et c'était assez spectaculaire, à la fois d'une certaine manière très méthodique, très protocolaire, et à la fois très efficace, puisque à la fin de certaines réunions qui se présentaient comme étant vraiment des moments difficiles à traverser, en réalité, tout le monde arrivait à reprendre des relations assez normales. Saine. Oui, l'holacratie, c'est vraiment cette gouvernance du tout, le holos, avec cette notion de ne pas forcément rechercher le oui de tous, mais essayer de montrer dans les propositions que quelqu'un qui ne va pas dire non va autoriser l'expérimentation en fait de ce qui est proposé, en ayant bien sûr un droit de veto à tout moment. Et le fait justement de ne pas dire non,
donc ne pas se positionner comme étant pour, mais pas forcément contre, va permettre une vraie évolution et une véritable adaptation à la problématique donnée. Donc ça, c'est vrai que c'est un mode de gouvernance très intéressant et qu'on va retrouver dans les écolieux. Les principales victoires écologiques qui sont obtenues ces dernières décennies, elles ont souvent été obtenues justement parce qu'un accord unique, exceptionnel et une mobilisation exceptionnelle arrivait à se faire. Et donc, parmi les collectifs que je suis allé voir, je suis allé à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et pour moi, c'est vraiment un exemple assez pertinent de tout le bénéfice qu'on peut tirer du fait de s'entendre à très nombreux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, eux, s'ils sont arrivés à empêcher la construction de cet aéroport, c'est parce qu'ils sont arrivés à réunir des personnes très, très, très différentes, très variées, y compris, par exemple, des fermiers certifiés agriculture biologique et très convaincus par ce modèle d'agriculture, et d'autres fermiers qui étaient là, mais qui étaient en conventionnel et qui pourtant, eux aussi, luttaient contre cet aéroport. Et en fait, a posteriori, on s'est aperçu que, voilà, une mobilisation, c'est valable aussi pour les Gilets jaunes, en fait, hein, une mobilisation qui se fait entendre, qui fait entendre un petit peu la population au sens large. C'est une mobilisation qui est très rassembleuse. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de toute urgence de se mettre d'accord sur certaines choses, du point de vue, en tout cas, de la protection de l'environnement. Je pense que c'est plus important que jamais, quoi. Et d'un point de vue individuel aussi, finalement, le fait d'accepter, d'expérimenter quelque chose sans forcément être complètement ou 100% dans l'adhésion, mais essayer d'expérimenter les choses permet aussi une possibilité d'oser et de rentrer dans le fait de découvrir un système en se disant qu'on a toujours la possibilité de pouvoir s'y extraire. Vous parliez des éco-gestes, vous nous avez parlé de la buanderie. Alors, c'est un peu contradictoire ce que je vais vous demander, parce que je vais vous demander des éco-gestes, mais presque d'un point de vue individuel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour des personnes qui ont encore, on va dire, des réflexes individuels ? La bande de géniaux marginaux dont je parle dans le livre, l'expertise qu'ils ont développée, c'est une expertise du réemploi. Et quand on lit ce livre et quand on vit ce que moi j'ai pu vivre en m'immergeant parmi eux et en partageant un petit peu leur quotidien, l'éco-geste qu'on aura envie de faire plus souvent, c'est vraiment le réemploi. Et de faire vraiment attention avant de jeter telle ou telle chose, tel ou tel meuble, etc. Et eux, donc, un de leurs messages, c'est vraiment attention au recyclage. C'est-à-dire qu'en fait, un meuble, s'il est réutilisé par quelqu'un d'autre, et qu'on prolonge sa vie de 3, 4 ou 10 ans, par rapport au fait de le recycler, c'est-à-dire de le détruire, puis ensuite de reconstruire de la matière à partir de ce meuble, le bilan écologique, la différence est absolument abyssale. Et donc, vraiment privilégier le réemploi et le recyclage, il arrive en toute dernière intention, quoi. Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé dans notre développement de société à une sorte de réveil, justement, qui permet de pouvoir dire que finalement, ce que vous décrivez au travers de la fiction, qui n'en est pas vraiment une, puisque c'est basé sur une histoire vraie, ça va devenir une sorte de mouvement. Là, on est déjà à 1200 écolieux. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va y avoir un sursaut et un réveil de la société ? Moi, j'ai l'impression que ce sera plus progressif qu'un sursaut. Ce que dit cette histoire par rapport à une évolution de la société... Parce qu'il y a quand même un hélicoptère avec l'armée qui va arriver quand même, ça il faut pouvoir le dire. Donc, il y a quand même un réveil qui va être un retour assez brutal à la réalité, et puis des concessions qui vont devoir être faites, des choix. C'est un collectif, effectivement, qui a dû être en conflit avec les autorités. C'est ça. Et justement, moi, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup intéressé. C'est-à-dire, si eux-mêmes se décrivent un peu moins aujourd'hui, mais comme des marginaux, c'est parce qu'ils sont en marge de la société, mais vraiment pour des bonnes raisons, quoi. C'est-à-dire que c'est le rejet de l'hyperconsommation qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Et justement, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est ce décalage. C'est-à-dire, en fait, le raisonnable et le sérieux ont changé de camp. Et aujourd'hui, prôner la croissance à tout va dans un costume cravate, c'est peut-être pas ça qui est raisonnable. C'est peut-être eux,
le parcours de ces marginaux qui s'habillent aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel tous les matins et qui peuvent passer vraiment pour des illuminés. Et pourtant, c'est eux qui ont l'empreinte carbone qui nous permettrait de nous sortir de là. Parce que je rappelle donc l'empreinte carbone qu'on vise, si on veut s'en sortir, c'est 2 tonnes par personne et par an. Et donc... et on en est loin. On est à combien, là ? On en est loin, on est aujourd'hui à entre 9 et 11 tonnes. Et donc, l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, elle a montré que dans les écolieux, la consommation, le bilan carbone moyen des habitants de ces écolieux, c'est 5,5 tonnes. Donc, ils ont déjà divisé par 2. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a fait un choc. C'est-à-dire, je me suis dit, mais en fait, on regarde dans le lointain, peut-être le jour où on pourra arriver à diviser par 2 notre empreinte carbone, ce qui est énorme, ce qui est considérable. Mais eux l'ont déjà fait, ils sont déjà arrivés à destination, comment ça se fait qu'on ne s'intéresse pas plus à eux ? Et donc, oui, j'espère qu'à un moment donné, il va y avoir ce réveil, ce déclic, de se dire, en fait, il y a quand même une manière de réduire considérablement notre empreinte carbone, c'est d'arriver à s'entendre et à faire davantage de choses ensemble et de mutualiser nos voitures, beaucoup de choses, de réduire les espaces dans lesquels on vit, etc. quoi. Alors pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas à eux ? Bien sûr, parce que ça va à l'encontre, on va dire, des principes de société consumériste dans lesquels nous sommes. Mais il y a peut-être un travail aussi de communication. Vous parliez des habits arc-en-ciel de vos héros. Est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de rendre aussi les choses un peu sexy, en montrant que finalement, être dans la décroissance, ça peut être aussi quelque chose, je parlais de quelque chose de joyeux, mais quelque chose aussi qui peut être très, très enviable. Oui, alors le cas que j'ai pris, je le redis par rapport à tous les autres écolieux qui existent, et en particulier l'histoire qu'ils ont, le passé qu'ils ont, est assez exceptionnel. Mais tous n'ont pas ce côté aussi radical, et tous n'ont pas ce versant artistique qui peut être un peu bohème, hippie, oui, voilà, décalé, quoi. Qui peut, pour certains, peut-être interpeller. Et c'est vrai que je pense qu'on y vient. C'est-à-dire que le fait de rendre... En fait, il y a quand même un rapport de force. C'est-à-dire que là, on est en train de dire, tiens, est-ce que la décroissance peut être un peu plus sexy, un peu plus désirable ? En fait, est-ce que l'abondance l'est vraiment ? Et je pense que c'est aussi dans ce rapport de force que ça se joue. C'est-à-dire qu'il faut... si on passe notre temps à montrer que l'abondance est désirable, ça va être difficile pour la décroissance. Donc, il y a, voilà, je pense, un rapport de force qui est en train de se jouer, mais qui, petit à petit, est perçu par la population comme étant effectivement quelque chose de désirable. Alors, par exemple, si on imagine des porte-paroles de la décroissance, parmi les fameuses les VIP ou alors voilà, les personnalités, on trouve des paradoxes absolument incroyables, des personnes qui vous disent qu'il faut faire de la décroissance et puis juste après vous les voyez avec des sacs de luxe, etc. Est-ce qu'il y aurait des messages à leur faire passer ? Est-ce qu'il faut les forcer à lire votre livre pour essayer de comprendre vraiment qu'il s'agit pas seulement d'un effet à la mode, parce qu'il y a le côté comment trouver le vecteur pour, je dirais, vulgariser cette notion et faire comprendre que c'est quelque chose de désirable. Et puis ensuite, quand on a une personnalité, entre guillemets, avec une cote de désirabilité importante, mais qui derrière n'applique absolument pas ce qu'elle revendique, j'ai l'impression que ça fait encore plus de mal qu'autre chose. Oui, moi j'ai l'impression que c'est une sorte de... C'est un mal... qui est consubstantiel un petit peu du fonctionnement de notre société. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, je pense que c'est difficile d'assumer une vraie décroissance. Et moi, une des choses qui m'a quand même surprise, c'est que parmi les endroits vraiment les plus intéressants que j'ai pu visiter, c'était beaucoup de gens qui vivaient en marge de la société de manière assez variée. C'est-à-dire, j'englobe là-dedans, par exemple, le monastère de Solan dans le Gard, qui est un monastère orthodoxe, qui, pour moi, les moniales qui vivent là-bas sont vraiment des exemples à suivre sur le thème justement de la sobriété et de la décroissance. Si on vivait tous comme elles, il n'y aurait aucun problème de réchauffement climatique. Mais c'est quand même troublant de se dire que ceux qui ont la solution sont plutôt en marge que dans la société et au cœur de la société. Donc voilà pourquoi c'est difficile. C'est parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est sexy, c'est pas la décroissance
je veux dire, dans le message qui nous est sans cesse transmis. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à tous ces lieux qui, pourtant, aujourd'hui, il y en a beaucoup. On le voit, ils ont la solution, puisqu'ils ont déjà divisé par 2 leurs émissions de gaz à effet de serre. Comment ça se fait que ce ne soit pas eux qu'on rende sexy d'une certaine manière? Sûr. Voilà, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il y a un outil de médiatique qui sert, en fait, à mettre en avant tout ce qu'on a envie de voir pour demain. Aujourd'hui, on voit un petit peu les écolieux, les tiers-lieux et toute cette démarche de décroissance. Mais enfin, c'est très très loin d'être la vision majoritaire à laquelle on nous demande d'adhérer. C'est en ça que je parlais d'un rapport de force. C'est qu'aussi, je pense que tous ces gens-là qui ont fait leur effort individuel de changer de comportement, de se métamorphoser, ils auraient besoin justement qu'on les mette en avant et puis qu'on montre, voilà, en fait, il y a une solution, elle existe, elle est finalement pas hyper compliquée, c'est simplement, il faut accepter de s'y mettre à plusieurs, etc. Mais il faut que ça devienne aussi quelque chose qu'on a envie de mettre en avant. Alors, est-ce que c'est dangereux de suivre la décroissance? Est-ce que vous-même, dans toutes les enquêtes que vous avez pu faire en tant que journaliste, il y a eu des moments où vous avez craint, vous avez eu des menaces? Parce qu'on le voit, le rappel à l'ordre de l'hélicoptère avec l'aspect hors-la-loi qui va être ensuite qualifié les héros marginaux de votre livre Les 7 cabanes. Est-ce que c'est dangereux aujourd'hui de se dire je vais créer un écolieu ou je vais rejoindre un écolieu avec une conscience d'en fait de quitter, j'allais dire, un côté de civilisation sociétale bien établie? Non, vraiment très loin de là. Il y a aucun danger à rejoindre l'un de ces lieux. Et surtout, moi, j'invite les gens qui écoutent ce podcast à aller sur le site de la coopérative Oasis, donc qui rassemble tous ces lieux-là et qui est vraiment une coopérative formidable qui marche très bien. Et de trouver, en fait, l'écolieu qui correspond aussi à leur personnalité et au niveau d'engagement qu'ils souhaitent avoir. Parce que, encore une fois, il y a certains écolieux ressemblent plus ou moins à des colocations un peu développées. Je veux dire, c'est quand même de ça qu'on parle. Donc, non, aucun danger. Et même pour moi, le danger, ce serait plutôt de passer à côté. Ce serait dommage. D'accord, très bien. Alors, j'aimerais juste pouvoir avoir une question sur l'autogestion. Comment est-ce qu'on peut mieux s'autogérer, même au niveau d'une acceptation de soi, sans parfois l'artifice du superflu, qui est quasi vital au niveau des réseaux sociaux? Est-ce que vous auriez, par exemple, vous nous parliez du site internet, mais est-ce que vous auriez un influenceur à nous donner qu'on pourrait suivre et qui pourrait justement être une sorte de rôle modèle dans la décroissance? Bon pote. C'est Thomas Wagner et qui fait un travail vraiment intéressant de décryptage de l'information. Et qui permet... Tout à l'heure, je disais que l'information, c'était vraiment là que se jouait un petit peu le rapport de force. Et en répondant à cette question sur comment rendre tout ça plus sexy, etc., je pense que c'est aussi le rôle, d'une certaine manière, de ceux qui nous informent. Bien sûr. Donc, je ne dis pas que Thomas Wagner rend plus sexy la décroissance, mais quelque part, si, c'est-à-dire qu'il nous permet d'avoir un regard beaucoup plus pointu sur l'actualité, sur les rapports qui sortent, l'actualité sociale, scientifique, etc. Et donc, c'est peut-être la personne intéressante à suivre sur les réseaux sociaux pour arriver à avoir une vision plus lucide et plus claire du monde qui nous entoure, quoi. Alors, justement, je parlais de meilleure acceptation de soi. Comment réussir à un moment donné de sa vie à ouvrir les yeux sur son statut de consommateur, sur son statut d'être au monde, pour essayer justement d'arriver à la conclusion de la décroissance? Est-ce qu'il y a tout d'un coup une question à se poser, qui va être une question clé, où tout d'un coup on va tout d'un coup se réveiller, je dirais, ou alors est-ce qu'il y a un cheminement philosophique à suivre? Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes aujourd'hui pour qu'il y ait prise de conscience? Moi, je pense qu'il faut faire en fait des expériences. Il faut expérimenter l'allègement dans cette bande que j'ai suivie et qui a vécu ces 20 années d'amitié, de voyage, d'aventure, d'activisme. En fait, ça marche beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont
Ils ont terminé leurs études, ils se sont lancés dans ce long voyage qui finalement a duré 20 ans. Mais c'est aller en fait d'une certaine manière par tâtonnement. C'est-à-dire, tiens, on va essayer ça, qu'est-ce qui se passe ? On va essayer, par exemple, alors je vais vous donner un exemple un peu plus concret et qui, pour le coup, parle du quotidien, mais moi, j'habite dans le Vercors et il y a des gens qui ont pris l'engagement de circuler en vélo électrique, y compris en travaillant à Grenoble. Donc, ils descendent et ils font 36 km aller, 36 km retour. En fait, il n'y en a pas juste 2 ou 3, il y en a plusieurs dizaines maintenant. Et pourquoi ? Parce que ils ont essayé, ils ont vu que ça marche. Et puis, du coup, ils ont développé cette pratique. Et je pense que c'est ce petit bout, cette petite réussite, en fait, va les conduire à d'autres initiatives, d'autres gestes dans d'autres domaines, et à se dire, tiens, en fait, il y a une autre manière d'aborder le quotidien, même s'il faut repenser un petit peu le rapport entre le temps et l'espace, et le planning personnel, etc. Et le rapport de confort aussi. Et le rapport de confort. Et là, vous avez vraiment prononcé pour moi le mot clé qui aujourd'hui est le piège dans lequel on se trouve, et que justement cette bande a remis en question, a réinterrogé, c'est le confort. En fait, ce qu'on a du mal à quitter, c'est vraiment notre confort, et ce qui nous empêche d'avancer dans cette direction de davantage de sobriété, de réduire notre empreinte carbone, etc., c'est précisément que c'est difficile. Le confort, c'est vraiment une addiction. Et là, en fait, moi, c'est vraiment ce que j'ai trouvé extraordinaire en fait dans cette histoire, c'est qu'ils expérimentent des pertes de confort. On pourrait aussi le dire comme ça, en fait. Donc, ils en expérimentent 1, 2, 3, ils descendent petit à petit comme ça dans le niveau. Puis, en fait, à chaque fois, ils se disent non seulement c'est possible, mais en plus, on est vachement heureux. Et du coup, ils continuent là-dedans. Et je me souviens très bien d'un moment vraiment charnière, en fait, dans leur histoire, où ils devaient signer des papiers, ils devaient prendre vraiment un gros risque avec beaucoup d'argent en jeu, etc., pour créer une ressourcerie. Et en fait, ils se réunissent et ils discutent et ils voient bien qu'il y a une prise de risque qui est vraiment considérable. Puis à un moment donné, ils se disent, mais en fait, qu'est-ce qu'on risque au fond ? On risque de se retrouver à la rue. Mais on y est déjà en fait à la rue. Donc on y va. Et en fait, je dirais que cet allègement, il va aussi dans le sens de l'audace et du culot d'entreprendre des choses qu'on n'aurait pas fait si on était plus lourd. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'essaie de dire que c'est vrai que l'abondance, le confort, etc., c'est pas à ces endroits-là que vraiment la créativité est présente. Et donc, eux, ils sont allés vraiment chercher très très loin dans la sobriété. Et du coup, ils n'ont pas seulement trouvé la sobriété et la réduction de leur empreinte écologique, l'entraide, l'aspect social, solidaire, etc. Ils ont aussi trouvé une espèce de ressource d'énergie vraiment fabuleuse, quoi. Donc, ça vaut le coup d'aller la chercher, cette source d'énergie. Donc, justement, aller vers moins de confort pour plus d'être, c'est ça ? Exactement. Intéressant. Est-ce que, de votre côté, vous sentez que vous avez une sorte de bâton de pèlerin pour apporter la bonne nouvelle ? On le voit avec différents de vos livres. Aujourd'hui, vers quoi vous vous destinez ? Parce que c'est vrai que vous êtes un peu donneur d'alerte. Le prochain livre, la prochaine œuvre, ce sera quoi ? Alors moi, ce qui m'intéresse en fait, ce qui me pousse à écrire des livres, à faire des enquêtes, des articles, etc., à voyager, c'est vraiment les histoires qui passent sous les radars. Et dont on ne parle pas. C'est vraiment, je remarque que maintenant, donc j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages, et en fait, je remarque qu'à chaque fois, c'est ça qui est le déclencheur et qui fait qu'à un moment donné, je deviens obsédé par un sujet et que je ne peux pas vraiment continuer sans avoir écrit ou dire ce que j'ai à dire sur le sujet. Et là, donc, je m'intéresse à un pays, le Pakistan, qui émet 0,7% des émissions de gaz à effet de serre, et qui pourtant est à la 8e place des pays les plus touchés par les effets du réchauffement climatique. Voilà, et donc il y a maintenant 1 an et demi, il y a eu des inondations historiques là-bas, avec des dizaines de millions de personnes touchées, 9 millions de déplacés, beaucoup de morts, 1700 morts, etc. Et donc, à partir de là, je me suis dit, voilà, ça c'est quand même, en fait,
ils ne souffrent pas de leurs propres émissions de gaz à effet de serre. Et si ce n'est pas les leurs, c'est les nôtres en réalité dont ils souffrent. C'est-à-dire que notre mode de vie pousse à ce genre de situation vraiment catastrophique où vous avez le tiers d'un pays qui est recouvert par les eaux. Et quand je vous dis ça, ce n'est pas des petites inondations, un peu d'eau dans la cave. Si vous allez voir des photos satellites, vous verrez qu'en fait, il y a des plaines qui sont transformées en lacs. Et les gens, en fait, leur maison est sous les eaux. Et donc, voilà, en ce moment, je travaille. Donc, je suis allé en reportage là-bas. J'ai publié quelques reportages sur cette question. Et en ce moment, je travaille sur ce sujet-là. Et ce qui vous meut, finalement, c'est aussi l'injustice. Oui, beaucoup. On sent vraiment le journaliste noble, n'est-ce pas, qui est dans cette volonté de mettre en lumière les différentes injustices du monde, en lien aussi avec la transition écologique. Écoutez, pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner 3 recommandations pour faire le premier pas vers cet effort de décroissance ? Alors, on a compris, la première, ça pourrait tout à fait être cette notion d'interchangeabilité, ne pas prendre à la légère cette notion de réutilisation. Oui, en fait, je pense qu'il y a par rapport dans notre relation à la consommation, je pense qu'il y a vraiment une manière de s'interroger en permanence. Et moi, ça m'arrive souvent, en fait, d'aller voir quelque chose que j'ai envie d'acheter et de simplement le regarder, de me dire, tiens, peut-être que je pourrais l'acheter, et puis finalement de le laisser derrière. Honnêtement, c'est un vrai plaisir. Donc, c'est pas un renoncement ? Non, pas du tout, mais vraiment, il n'y a pas de frustration. Donc ça, ce serait... La deuxième recommandation. Et la troisième, peut-être sur quelque chose en lien avec le confort, quelque chose que vous pouvez vous-même vous dire lorsque vous savez que ce grand canapé bien moelleux pourrait quand même être pas mal dans mon salon. Et puis se dire que finalement, il y a une certaine noblesse dans le fait d'accepter de ne pas le faire rentrer dans votre vie. Oui, alors avant ça, peut-être la deuxième chose, je suis obligé d'en parler parce que c'est un des gestes où le rapport entre l'effort et le bénéfice écologique est vraiment considérable. Malheureusement, ça fait l'objet de beaucoup de débats, mais c'est le végétarisme. Voilà. Donc moi, je mange ni viande ni poisson depuis maintenant très longtemps. Et je le fais sans chercher à convaincre quiconque autour de moi, même si ça me tient à cœur. Et je pense que c'est vraiment dommage de se priver de ce geste-là qui permet à chacun en fait de réduire vraiment considérablement son bilan carbone avec un geste qui n'est pas insurmontable. Et parfois je me dis, oui, il y a des gestes, on se dit à l'impossible, nul n'est tenu. Oui, il y a des choses, c'est trop difficile, on ne va pas s'extraire de la société et devenir marginal du jour au lendemain parce que... Mais là, en fait, on n'en est pas là du tout, quoi. Là, c'est vraiment quelque chose qui est abordable pour tous, à mon avis. Et donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important qu'on peut tous faire. Et sur l'inconfort, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient ? Alors, c'est intéressant parce que c'est pas l'inconfort, c'est l'acceptation de refuser une certaine conscience du confort qui, finalement, nous pousse vers le bas. C'est-à-dire qu'il nous pousse vers l'inactivité, qui nous empêche d'être créatifs, etc. Donc, il faut peut-être faire attention pour ne pas parler d'inconfort. Pour la question du confort, paradoxalement, j'aborderais je crois que dans notre confort de vie, il y a ces parenthèses ou ces bulles d'air où on aura envie d'un seul coup de s'extraire de notre quotidien et de prendre un avion pour aller faire un week-end en Europe ou parfois plus loin. Et le fait de ne pas se sentir obligé de suivre ces injonctions instagrammables et au contraire de voir ce qui est près de chez soi, ça me semble quelque chose d'important. Mais c'est vrai qu'il faut résister à cette atmosphère générale qui pousse à faire quelque chose d'exceptionnel ou de lointain, ou qui en tout cas va avoir une sorte de rayonnance sur les réseaux sociaux, par exemple. Oui, il fait quelque chose finalement de théâtralisé pour ensuite pouvoir Exactement. s'en prévaloir au niveau de l'image.
Un très grand merci Lionel Astruc d'être venu dans Métamorphose pour nous expliquer ce qu'est la meilleure autogestion. Je rappelle le titre de votre livre Les 7 cabanes, publié chez Actes Sud. Merci à vous. Merci. À très bientôt dans Métamorphose. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.